Long rebound. Steph, no timeout with 6. At 5, Curry for the lead. The game is game. The game is game. The game is game. The game is game. Always, always, always. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de l'équipe Rivers Basket Session. Alors on aurait pu faire ce podcast de réunion après l'élimination du 8, on aurait pu le faire à l'occasion de l'élimination d'Orlando, et non, on a choisi de faire ça pour parler des Clippers, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pu croiser Antoine et qu'on s'est dit, au lieu de lui faire plaisir en lui disant, voilà, lui donner l'occasion de nous dire, je vous l'avais dit, ces équipes elles étaient nulles, nous on a sorti les dossiers, on va parler des Los Angeles Clippers, monsieur Antoine Pimel. On sait que vous êtes vice-président du fan club des Clippers et que à part Steve Ballmer et vous, personne ne croyait dans cette équipe depuis 4 ans, donc vous avez des comptes à rendre. Voilà de quoi on va parler aujourd'hui. Antoine, ça va sinon ? Ah, écoute, ça va, on fait aller. Après, je tiens à dire que dans mon bracket, j'avais mis les Clippers perdants, hein. Vu que j'ai Dallas qui va jusqu'en finale, j'avais mis les Clippers éliminés au premier tour, hein. Ça fait mais le mec fait 17, le navire. fait 17 brackets différents. Shai, je crois que tu es le seul à avoir dit que Los Angeles gagnerait cette série, hein. Absolument. Dès le début, Théo et moi, on a dit que les Clippers... Absolument. Antoine, sache que j'ai les print screens que Tyronn Lue m'a envoyé du mois de février où tu lui dis ouais, cette année c'est la bonne, et il te répond faut arrêter d'appeler ce numéro, monsieur. Il m'a tout envoyé. C'est pas la peine d'essayer de réécrire l'histoire. Bon, soyons un petit peu sérieux. Cette équipe de Los Angeles qui a été donc construite avec un objectif, ramener le titre ou rien, à coup de trade en tout genre, avec un effectif sur le papier, et c'est les Los Angeles sur le papier qui est l'un des plus terrifiants en théorie de la ligue, sorti une nouvelle fois sans avoir passé un tour de play-off, avec un Kawhi Leonard toujours aussi blessé, toujours aussi absent dans les moments importants, un effectif qui en son absence peut pas du tout rivaliser, du moins pouvait pas cette saison et ne le pouvait pas non plus l'an dernier avec les grosses écuries de la ligue. La question elle est prospective en fait. Qu'est-ce qui se passe maintenant pour les Clippers ? Est-ce qu'ils repartent avec le même effectif en essayant à tout prix de re-signer James Harden, Paul George et de proposer une extension de contrat massive à Tyronn Lue ? Est-ce qu'il faut repartir, est-ce qu'il faut choisir un entre-deux en essayant de faire un sign and trade pour récupérer d'autres pièces pour aller avec Kawhi Leonard qui a lui signé une prolongation de contrat en février dernier ou en janvier dernier? Est-ce qu'il faut repartir de zéro? Voilà les questions qui se posent à la franchise, sachant qu'ils sont sur le point d'entrer dans leur grande salle, leur salle toute neuve, flambant neuve à Inglewood, qui a coûté je sais plus combien de millions, voire de milliards de dollars à mettre sur pied. Voilà la question qui se pose cet été. Donc Antoine, je rigolais un petit peu bien sûr, mais c'est vrai que tu étais un des plus optimistes autour de cette équipe, alors pas cette année en particulier, mais par le passé. Comment est-ce que tu vois la suite pour les Clippers, ou est-ce que tu veux revenir peut-être sur les raisons de l'échec de cette année? Je sais pas ce qui est le plus pertinent pour toi. Les raisons de l'échec, je pense qu'ils sont un peu vieux en fait, et ça rejoint la suite, mais on le voit, ce matin tu nous signalais quelque chose de très intéressant. Alors malheureusement c'était juste après le CQFR, donc on n'a pas pu le dire pendant le CQFR, mais sur le fait que là il y avait que 5 ou 6 titulaires parmi les équipes encore en course avec des joueurs de plus de 30 ans, sachant dans le lot il y a Gobert qui a 31 ans, donc il est encore dans la force de l'âge, et j'ai pas regardé la liste exacte, mais en gros on est vraiment sur une NBA où place aux jeunes, place aux équipes très athlétiques. Le Thunder est en demi-finale de conférence, les Nuggets, les Timberwolves, la jeunesse prend le pouvoir aussi avec Edwards, Doncic, Shai Gilgeous-Alexander, etc. Et les Clippers, c'est tout l'inverse de ça. C'est une équipe de moins en moins athlétique, surtout avec ses stars. À la limite, Paul George et Kawhi Leonard, ça a longtemps été des joueurs athlétiques, mais maintenant ils sont très souvent blessés. C'est une équipe âgée, c'est une équipe lente. Je pense que ça a été un des facteurs de l'échec. Après, ils n'ont pas eu de chance, hein. Je continue de penser que Dallas est une des meilleures équipes, et peut-être même la meilleure équipe de l'Ouest avec Denver et Minnesota. Donc, grosso modo, ils ont joué tout de suite un espèce d'ogre dès le premier tour. Peut-être que sur un autre adversaire, les Clippers y passaient un tour, mais c'était une équipe qui n'était pas faite pour gagner, je pense. Elle a piqué trop tôt dans la saison, et quand tu es vieux, après, il reste encore 3-4 mois à jouer. Les jambes, les Clippers auraient été très forts si là, il y avait un schéma comme la bulle. Tu fais 3-4 mois de break, tu reprends au milieu de rien, il n'y a que du basket et tu as tes joueurs en bonne santé. Là, les Clippers, ils auraient été chauds à sortir. Mais je pense qu'ils sont un peu âgés, et ça rejoint la suite, c'est de savoir maintenant
la fenêtre, elle est fermée, mais qu'est-ce que tu fais, quoi? Qu'est-ce que tu fais? Parce que tu peux pas vraiment reconstruire. Elle est fermée, et d'un autre côté, ce qui est triste, en fait, c'est qu'on n'a jamais eu les Clippers au complet, quoi. Sauf la première année. Sinon, on n'a toujours pas eu une seule fois Kawhi et Paul George sur toute une campagne de playoffs. Bah là, ce qui est dramatique, c'est l'année durant laquelle Kawhi Leonard, Paul George et même James Harden ont joué le plus de matchs chacun depuis des années. Ils n'avaient jamais été aussi peu blessés que cette saison. Mais moi, c'est là que je m'en veux d'avoir... Enfin, je n'ai pas été tout seul, mais moi, j'ai fait la trajectoire inverse de toi, Antoine. C'est-à-dire que j'ai très rarement cru dans le projet, même au début. Et là, je me suis un peu chauffé entre décembre et janvier, je pense. L'espèce de run 26 victoires, 5 défaites, avec les 3 qui jouaient extrêmement bien, le groupe qui me semblait bien, Tyronn Lue qui était au sommet de ce qu'il était capable de faire. Je me suis dit, c'est effectivement cette année, ils arrivent à enchaîner les matchs en play-off. Alors, il y avait cette alerte que tu avais très justement signalée, c'est-à-dire atteindre son meilleur niveau, pic trop tôt, c'est parfois un peu inquiétant. Et je me suis laissé avoir en me disant, cette année, Kawhi, ça va le faire, ou même s'il est un peu blessé, il va revenir à temps. On a vu le fantôme de Kawhi sur 2 matchs où il était à 10-20%, il était presque pénalisant et ils ont gagné des matchs sans lui. Je me suis laissé embarquer dans ce qu'on a vu d'eux le 26-5, et c'est là que c'est un peu différent d'autres équipes dont on parlera peut-être plus tard pendant l'intersaison ou à la fin des playoffs, mais il y a un moment où ces Clippers-là, ils avaient une tête d'équipe qui peut aller au bout, en tout cas sortir de l'Ouest. J'ai jamais eu cette impression-là avec Phoenix ou avec une autre équipe, je sais pas, ou même à l'Est, même Milwaukee, j'ai jamais eu l'impression, voilà. Milwaukee, j'ai jamais eu l'impression qu'ils allaient pouvoir être champions. Les Clippers, ce moment-là où tout cliquait, et c'est un peu ça, c'est cette Théo qui les appelait les Los Angeles sur le papier, c'est exactement ça, c'est drôle et terrible à la fois, mais sur le papier, et avec ce qu'ils ont montré quand sur le papier tout était alignable, ils avaient les armes pour battre Dallas, pour battre presque n'importe qui à l'Ouest. Mais je m'en veux quand même de ne pas m'être dit c'est bon, on le sait, chaque année il va se passer un truc, un tel qui va se péter, un autre souci qui va se produire, et là c'est Kawhi. Alors on peut toujours débattre, est-ce qu'avec Kawhi Leonard à 100%, est-ce qu'ils auraient passé les Mavs? On ne sait pas, on ne saura jamais. Mais je m'en veux un peu d'avoir cru que ça allait fonctionner cette année, parce que ils sont coincés. En fait, ils sont coincés. C'est le sujet qu'on va aborder après, je pense, parce que Théo, tu nous demandais, tu voulais être prospectif, mais ils ont tout fait. Ils ont fait en sorte que ils n'ont pas d'autre solution que de souscrire à cette équipe-là. S'il n'y a pas d'alternative, tu demandais quel choix ils vont adopter. Est-ce qu'ils ont seulement le choix, en fait? Ils ont prolongé Kawhi. Harden, s'il est là, je pense qu'il y a une petite promesse de prolongation à un moment. Il est là où il a envie d'être. Il a été d'ailleurs, petite parenthèse, plutôt très bon. C'est un joueur qu'on critique fréquemment dans un scénario de playoff. Je trouve qu'il a été plutôt bon, voire très bon par instant. Et Paul George, je comprends toujours pas pourquoi il n'a pas prolongé, parce que l'alternative, c'est quoi? Tu perds Paul George, qu'est-ce que tu récupères? Qu'est-ce que tu peux récupérer? En fait, je vois pas. Ils ont plus de tours de draft avant 2030, je crois. Enfin, ce serait une catastrophe de le perdre, parce que là, avec ça, on a vu. Alors, c'était qu'un moment, le moment entre décembre et janvier, mais on a vu qu'il y avait cette possibilité-là. Donc, mais quelle est l'alternative, quoi? Juste un petit truc, Théo, désolé. Hein, non, vas-y, bien sûr. Je parle par rapport à la jeunesse, là, ça me fait penser à quelque chose. Les Clippers, je ne sais pas si même au complet, ils sont capables aujourd'hui physiquement de se mettre au niveau d'intensité des autres équipes. Décembre-janvier, par définition, c'est décembre-janvier. Et les Timberwolves, ils ne jouent pas aujourd'hui comme ils jouaient en décembre-janvier. Enfin, ils jouent de la même manière, mais pas avec la même intensité. Les Mavericks, ils ne jouent pas aujourd'hui comme ils jouaient en décembre-janvier. Même les Nuggets, qui sont d'ailleurs pas foufous sur ces débuts de playoffs, leur attaque a moins bien fonctionné déjà contre les Lakers, moins bien fonctionné sur le premier match contre les Timberwolves. Ils n'ont pas au même niveau d'intensité que décembre-janvier. Je ne suis pas sûr que même avec Kawhi, Paul George et James Harden, tu puisses te mettre à ce niveau-là d'intensité, en fait. Même s'ils sont à leur meilleur niveau. Est-ce qu'ils sont peut-être à leur meilleur niveau basket, mais est-ce que physiquement, même en étant à 100%, je me souviens, c'était un truc que je pointais sur Leonard au début de saison. Mais est-ce que Kawhi d'aujourd'hui peut être physiquement, même s'il est plus blessé, tu vois? On sait que Klay Thompson aujourd'hui en bonne santé. Il sera jamais le Klay Thompson d'avant, tu vois? C'est impossible, c'est physiquement impossible. Il n'y a plus les mêmes mécanismes dans son corps. Je pense qu'aujourd'hui, Kawhi, Paul George, même s'il venait à manquer aucun match,
il y a un moment, le corps, il ne pourra pas suivre un tel niveau d'intensité et je pense qu'ils se feront dominer d'une manière ou d'une autre par une autre équipe. Donc, je pense vraiment que cette équipe, elle a des stars qui sont trop vieilles. Ouais. Bah, je vais revenir moi aussi à la question que tu soulèves, Antoine, sur l'âge, parce que moi aussi c'est quelque chose que j'avais ciblé, mais juste pour répondre à Shai sur Paul George, le problème c'est qu'aujourd'hui les Clippers c'est même plus forcément eux qui ont le choix en fait, parce que si les Clippers étaient allés loin cette saison, ils auraient pu aller voir Paul George en disant écoute, ta meilleure chance de gagner un titre ou d'aller loin c'est avec nous, t'es à la maison. Donc voilà, tu prends un petit peu moins pour que l'équipe reste compétitive et on se met d'accord sur un prix. Mais là, en fait, vu la sortie une nouvelle fois des playoffs tôt pour les Clippers, vu le fait qu'une fois encore Kawhi Leonard était pas disponible pour jouer ces matchs-là, et que Paul George a été peut-être, voilà, il n'a pas été trop... Pour Paul George, en tout cas, il n'a pas été trop blessé cette année. Il a un historique qui est moins dramatique que celui de Kawhi Leonard. Lui, il peut se dire, ouais, mais attends, si une autre équipe, que ce soit Philadelphie ou autre, me donne une opportunité de gagner peut-être plus de thunes que ce que vous voulez me donner, et qu'en plus, je pense que je peux peut-être dans une conférence plus faible, imaginons, Antoine, tu parlais d'Orlando ce matin dans les options, peut-être pour... Paul George comme étant peut-être une option ou une cible pour Orlando, les Clippers n'ont plus beaucoup de levier en fait. Le seul levier qui leur restera, le principal, c'est de lui offrir le plus d'argent. Et je sais pas si repartir en se disant on a gardé Kawhi et on a gardé Paul George en saignant, c'est ça qui va nous garantir de pouvoir aller gagner le titre à court terme. Je vois pas trop la fenêtre et j'en viens à ton point sur la jeunesse, Antoine, et je le partage complètement parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression que ce soit Paul George, Kawhi Leonard ou James Harden, il y en a aucun des trois qui a la capacité aujourd'hui d'être une option 1 indiscutable en fait d'une équipe qui va loin. Si tu regardes les options 1 des autres équipes qu'il y a dans la conférence Ouest, si tu prends OKC, non, je pense que Shai Gilgeous-Alexander est plus haut. Si tu prends Denver, bien sûr que Jokic est plus haut. Si tu prends les Mavs, bien sûr que Luka Doncic est plus haut. Et même en deuxième option, en fait, est-ce que vraiment, si Kawhi Leonard ne peut pas jouer ou est blessé à nouveau, est-ce que Paul George, aujourd'hui, peut être la deuxième option en fait d'une... je veux dire, est-ce que si Kawhi peut pas jouer et que c'est Paul George qui est la première option de ton équipe, est-ce que tu peux vraiment aller loin? Est-ce que James Harden a le niveau pour être la deuxième option, la deuxième meilleure option d'une équipe qui va loin? Je pense pas en fait, j'ai l'impression qu'ils sont dans une situation où ils ont plus vraiment ni de première option, ni de vraie deuxième option dans le contexte en tout cas de cette équipe des Clippers. Ouais, clairement, là, sur les mecs que tu as dit, il y a un écart de niveau. C'est pour ça que j'allais dire, une des solutions, ça serait peut-être de trouver plein de jeunes à entourer autour de ces mecs-là. Tu vois, tu mets plein de jeunes athlétiques qui vont peut-être compenser, mais on sait qu'à un moment, c'était Star qui donne le ton, quoi. À un moment, c'était Star qui donne le ton. Et puis tu peux pas compter sur des role-players pour combler toutes les brèches, quoi. Oui, et puis comment trouver ces joueurs? Parce que j'ai quand même... Donc, j'ai sous les yeux là, le trade qui a permis aux Clippers de faire venir donc... pardon, Paul George d'OKC. Donc dans ce trade, ils ont dû envoyer Shai Gilgeous-Alexander, Danilo Gallinari, des premiers tours de draft 2022, 2024, 2026, un premier tour de draft 2021 du 8, un premier tour 2023 du 8 et des pick swaps en 2023 et 2025. Ça, c'est le prix donc qu'a dû payer les Clippers, qui a en gros hypothéqué tout l'avenir en fait. Il n'y a plus vraiment la capacité de compter sur la draft pour faire venir des jeunes joueurs. Et on voit maintenant aussi à quel point les jeunes joueurs dont tu parles, Antoine, ils sont précieux parce qu'avec ce cap maintenant qui est quasiment un hard cap, on n'est pas loin en fait. Une fois que tu es dans le deuxième, ce qu'ils appellent le deuxième apron, le deuxième tablier là, de la luxury tax, le cas dans lequel sont les Clippers, tous ces jeunes joueurs qui sont capables d'attaquer, de défendre et qui sont énergiques, en fait, ils ont une valeur qui est énorme. Et si tu regardes, on en parlait tout à l'heure avec Guillaume Laroche avant qu'on commence le podcast, on parlait des Mavs, et tu prends les Mavs, ils en ont plein des joueurs comme ça en fait. Derek Lively, Josh Green, même Derrick Jones Jr. Ces joueurs-là, finalement, ils sont hyper recherchés aussi par les autres équipes qui ont des ambitions fortes. C'est là que le trade... Alors, je sais, sur le coup, que tout le monde a fait « Ouais, ils ont fait venir Paul George ». Personne pensait que Shai Gilgeous-Alexander deviendrait aussi fort. À part lui, peut-être, je pense que personne, même Sam Presti, s'y attendait pas. Mais si, Doc Rivers l'avait dit, il ne travaillait pas. Il avait dit il ne faut jamais trader Shai Gilgeous-Alexander. Mais du coup, là, c'est là qu'on voit que
prendre des paris aussi risqués, je sais pas si c'est une tactique viable en NBA aujourd'hui. Miser autant sur des stars, c'est très compliqué. Celle-là, bon, c'est une idée d'ordre plus général, mais après, je reviens à cette période où tout cliquait. Je me posais pas forcément la question de savoir qui était capable d'être option numéro 1. Je voyais un Kawhi qui était... Alors, on pouvait se demander, effectivement, est-ce qu'en playoff, il sera capable de ne pas se blesser, d'être toujours un des top 5, top 10 de la ligue. Mais la dynamique, elle était bonne. Je pense que là, dans leur esprit, vu que pour moi, leurs options sont extrêmement limitées, je pense qu'ils vont tout faire pour signer Paul George, parce que la stratégie, c'est aussi de vendre des billets et des abonnements dans la nouvelle salle, parce qu'elle coûte cher, elle est grande. Ils ne peuvent pas y aller avec Norman Powell en franchise player, donc ils vont devoir assurer avec Kawhi. C'est pour ça qu'il a re-signé. Je pense que James Harden, il signera une prolongation pendant l'été. Et je pense qu'ils vont réussir à finaliser Paul George, parce que je vois pas d'autres moyens. Je crois que eux, en tout cas, ils sont coincés. Ils sont obligés d'accepter les conséquences de ce trade qui a été au final trop cher payé. Sur le coup, on pouvait se dire bravo, ils ont tenté un move audacieux. Il faut rappeler quand même que c'est Kawhi qui a forcé la main pour que Paul George vienne à tout prix, quel que soit le coût. Ça a été bien dit et répété. Et là, ils sont coincés. Moi, ils vont rester compétitifs avec cette équipe-là, même s'ils sont vieux. S'il n'y a pas de blessure, ils vont rester. Ils ont un très bon coach. Tyronn Lue aussi est en discussion pour prolonger. Ils vont rester qualifiables pour les playoffs. Dans le pire des cas, je ne les vois pas descendre au-delà du top 10. Ça me paraît compliqué. Harden reste solide, Paul George reste solide, Kawhi, quand il joue, il est solide, mais on ne voit plus la fenêtre pour gagner le titre. Il y a tellement d'autres équipes et la conférence Ouest est tellement incroyable que c'est dur d'être extrêmement optimiste. Les ressorts et les leviers paraissent extrêmement minces, en fait. C'est ça le problème. L'ironie, c'est quand ils font ces trades, ils sont pile dans leur prime, quoi, Kawhi et Paul George. C'est la dureté du machin. Après, Kawhi sort du titre. Sens, quoi. Ouais, je ressortais le trade, mais effectivement, c'est aussi facile de réécrire l'histoire. Je pense que le trade était malgré tout pertinent, en fait. C'était pas un trade absurde du tout d'hypothéquer l'avenir à ce point-là pour deux stars qui semblent... Enfin, il faut se rappeler, Kawhi, il sort d'un titre avec les Raptors, il a été extraordinaire. Paul George, il sort d'une saison, alors certes, qui s'est terminée tôt avec OKC, mais par contre, il était même dans les finalistes pour le trophée de meilleur défenseur de l'année. Il était dans les ballottes pour certains votes de MVP. Il avait été énorme, en fait. Donc, ce trade-là, finalement, il reste juste. C'est plutôt maintenant, en fait, que les Clippers se trouvent très embêtés. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'ils n'ont pas trop le choix, mais finalement, ils n'ont même pas les garanties de... Ils n'ont même plus forcément tout à fait leur avenir en main. C'est intéressant que tu parles de Tyronn Lue, parce qu'effectivement, on a vu cette année aussi des coachs signer des contrats énormes. On peut penser à Erik Spoelstra, Greg Popovich récemment avait re-signé aussi. Il lui reste 1 an de contrat à Tyronn Lue. On sait qu'il est convoité par tout un tas de franchises. Il y a aussi une question qui se pose autour de lui. Et la chance qu'ont les Clippers malgré tout, c'est qu'en Steve Ballmer, ils ont, si je ne me trompe pas, je pense, le propriétaire le plus riche de toute la ligue et qui peut mettre la main à la poche s'il le faut. Mais je pense qu'en tout cas, si jamais ils veulent s'assurer quand même de rester une équipe qui sera crédible et qui sera à même d'enchaîner des victoires, mais pas forcément de jouer le titre, mais d'être respectable, je pense que le fait de s'assurer de conserver Tyronn Lue est primordial, en fait. Et que voilà, je pense qu'une des premières choses qui devrait peut-être être faite cet été, quoi qu'il arrive, c'est essayer de lui proposer une extension de contrat. Lui dire en gros, prends ce que tu veux, tu nous dis ce que tu veux, et puis on te fait un chèque en blanc pour s'assurer de le conserver, parce que sinon, effectivement, je pense que tu t'exposes au fait de te retrouver avec une équipe très chère, vieille, qui n'a pas forcément la capacité de performer, et je ne suis pas sûr qu'il y ait 50 coachs qui puissent trouver les moyens d'en faire une équipe correcte, à part Tyronn Lue, quelque part. Mais c'était dans les discussions, d'ailleurs. Enfin, là, ça fait quelques jours qu'on parle des discussions, même avant la défaite, l'échec contre les Mavs. Et peut-être qu'eux croient que c'est parce qu'ils sont tombés, comme disait Antoine, sur une équipe de Dallas qui est peut-être une des 2 meilleures de la conférence Ouest dans l'absolu. Peut-être qu'ils se disent, c'est juste parce qu'on est tombé sur eux et on va double down et prolonger tout le monde et on va repartir au combat et ça va le faire. Tyronn Lue va réussir, on va mieux entourer l'équipe. Je pense, j'ai l'impression qu'ils sont dans cet état d'esprit-là, parce que, encore une fois, quelle est l'alternative ?
Non, mais il n'y Balmer, a pas, y a pas voilà. d'alternative. Balmer est un proprio qui aime mettre la main à la poche, qui aime le clinquant. On l'a vu aussi dans la stratégie. Il a validé des choix qui sont très audacieux très rapidement. Hein. On a beaucoup parlé de Matisse Bia récemment qui a fait des moves rapidement. Balmer a attendu un peu, mais dès qu'il a pu envoyer, il a envoyé. Enfin, il a envoyé ses GM et le front office à faire les moves. Mais donc, oui, voilà, je pense qu'ils vont repartir sur ce côté-là. Après, est-ce que ils croient vraiment en leur chance d'y arriver ou est-ce qu'ils sont juste obligés de le faire? C'est une autre question parce que j'ai toujours eu l'impression qu'ils étaient persuadés qu'ils voulaient mourir avec leurs idées, qu'ils étaient persuadés qu'il y a un moment, une fenêtre où, quel que soit leur âge, Paul George et Kawhi allaient réussir, ça allait cliquer. Et je pense que les joueurs eux-mêmes à la base se disent ça parce qu'ils ont voulu jouer ensemble. Ils ont bien aimé l'apport de James Harden cette année et ils ont plutôt raison parce qu'à part le démarrage qui a été compliqué, même moi qui suis plutôt pas un détracteur mais plutôt sceptique sur ce qu'est encore capable d'apporter Harden, bah, je l'ai trouvé très bien dans ce rôle-là. Donc je sais juste pas s'ils sont persuadés qu'il y aura cette fenêtre à un moment si toutes les planètes s'alignent ou si ils ont juste pas le choix et qu'ils vont accepter leur sort pour la simple raison qu'ils peuvent pas se pointer dans une nouvelle salle sans une, deux, voire 3 stars. L'ironie, c'est que l'équipe a été très bien construite à un moment. Ils avaient 2 stars avec tout plein de mecs interchangeables, tous capables de switcher sur les écrans, des mecs physiques. Alors maintenant, tout ça a pris de l'âge. Hein. Et il y aurait un truc qui aurait pu faire beaucoup de bien aux Clippers, c'est si Terrence Mann, il avait vraiment passé un cap, ça n'a pas été le cas. Mais il y avait une équipe très bien construite. Ils avaient de tout. Ils pouvaient jouer small ball, tall ball. Enfin, ils pouvaient vraiment. Sauf qu'il fallait que tu aies quand même Kawhi et Paul George en bonne santé. Et dans leurs meilleures années, c'est pas arrivé. Kawhi, il a 32 ans. On dirait qu'il en a 40 par moment. Et c'est pas méchant. Hein, enfin, c'est une vérité sur certains instants. Quand il grince des genoux, il a été très bon à d'autres moments de la saison. Mais encore une fois, décembre, c'est décembre. Janvier, c'est janvier. Le niveau d'intensité, il n'est pas le même en avril. Il est encore différent en mai. Le Game 1 Denver-Minnesota en termes d'intensité. Tu sais, par exemple, la comparaison avec les Suns, c'est intéressante, c'est que Phoenix, je pense que Phoenix, c'est pas une mauvaise équipe en soi. Les Suns, je pense qu'ils sont pas mauvais, mais ils sont athlétiquement incapables de suivre. Quand tu as un Bradley Beal, un Kevin Durant qui est âgé, qui est fort, hein, il est fort en termes de basket. De la même manière que Kawhi et Paul George, ils sont forts en termes de basket. C'est des super joueurs, mais à un moment, ça se joue aussi sur la fraîcheur. Et Kevin Durant, il s'est fait maltraiter. Bradley Beal, il s'est fait maltraiter. Bradley Beal, il n'est pas si vieux, mais il a beaucoup de blessures derrière lui, donc ça compte. Et même Booker, ils se sont fait maltraiter physiquement, les Suns. Et les Clippers, c'est un truc qui les attend. Par contre, pardon, je reviens sur le truc. Oui, ils n'ont pas le choix. Que tu veux reconstruire comment? Leur meilleur argument serait pu être éventuellement, si Paul George était sous contrat, de récupérer un peu de flexibilité en transférant Paul George pour quelques pics et quelques autres contrats ou des joueurs un peu plus jeunes. Et se dire, on a Kawhi, James Harden, on est un peu dans l'entre-deux parce que de toute façon, on ne peut pas vraiment gagner, on s'en est rendu compte. Donc, assainissons un peu les finances, reprenons quelques atouts. Ils ne peuvent pas le faire parce que c'est trop tard. Parce que Paul George, comme a dit Théo tout à l'heure, maintenant, il est à l'aube de sa free agency. Alors, si, ils peuvent le faire que s'il active son option. Je crois que derrière, il le fera pas. Mais il le fera pas parce qu'il est pas bête quand même. Donc, c'est soit il re-signe aux Clippers pour un montant où là, il se met bien sur les 3 prochaines années. Tout le monde se met d'accord. Genre, nous, on est là parce que vous voulez remplir la salle et on va essayer de gagner un peu. Mais moi, je suis là aussi parce que je veux ma thune. Et tu vois, il y a un commun accord entre tout le monde. Genre, nous, on prend notre thune, on se met pas trop de pression, on essaie de ramener du monde, tu vois, et on voit ce que ça donne. Mais du coup, tu vois, il y a plus de levier pour l'échanger. James Harden, il n'est pas échangeable et il est aussi free agent parce qu'on a parlé de Paul George, mais James Harden aussi, il va renégocier un contrat cet été. Et Kawhi, c'est pas qu'il a pas de valeur, Kawhi. Kawhi, il a beaucoup de valeur, mais il est tellement abîmé physiquement, il y a tellement d'incertitudes qu'en fait, il a plus de valeur. Tu vois, Personne va monter un trade pour lui. Ouais. Personne va monter un trade pour lui parce que en fait, quand je dis il a de la valeur, c'est le meilleur joueur du lot, tu vois, mais il n'est pas assez présent, donc il n'a pas de valeur. Paul George, tu peux encore te dire, regardez votre équipe là, ça va vous faire du bien d'avoir un Paul George, ça va être votre 2e ou 3e option, vous allez être fort, donnez-nous quelques assets, tu vois. Avec Kawhi, tu peux pas faire ça, c'est pas possible, tu peux pas l'échanger, il y a personne qui en veut. Donc, bon. Non, et tu peux même pas l'envoyer, tu sais, dans une équipe, un contender qui veut jouer le titre et qui est prêt à buter son avenir juste parce que pour un one shot, parce qu'en plus t'es pas sûr qu'il sera sur le terrain. Pas sûr qu'il sera là, ouais, exactement. Du coup, ça pose aussi la question de, du coup, si tu peux pas toucher les titulaires, est-ce qu'ils ont de la marge de manœuvre sur le reste? C'est ça que je me demande parce que quand je regarde un peu le banc qu'il y avait,
Ça n'a pas été non plus ultra performant parce qu'il y a des équipes où les stars sont soit blessés, soit un peu dans une mauvaise passe, et parfois tu as des role-players qui se réveillent. Tu parlais de Terrence Mann. Je sais pas quelle valeur a Terrence Mann. C'est quoi le contrat de Terrence Mann, par exemple? Alors, il lui reste 2 ans de millions. contrat garanti, voilà, à 11 millions. Donc, Ok, ça se termine à la fin de la saison 2024-2025. Paul George, comme tu l'as dit tout à l'heure, Antoine, donc lui, il a la possibilité éventuellement d'activer son option pour garantir sa saison 2024-2025. Mais ça, il le fera pas, en fait. Il va opt-out, soit pour re-signer une prolongation avec les Clippers, soit pour chercher un nouveau contrat. Kawhi Leonard est donc sous contrat jusqu'en 2026-2027, où il gagnera 50 millions de dollars. James Harden est free agent cet été. Norman Powell, il lui reste 2 saisons. Ça reste un joueur qui a une vraie valeur. Pour le coup, il a été bon en playoff. Voilà, c'est un joueur qui peut aider d'autres équipes. Si jamais tu te dis, de toute façon, c'est mort, on ne pourra pas être champion. Quel joueur on peut bouger pour récupérer des futurs choix? Je pense que Norman Powell peut en faire partie. Ça peut être un joueur qui intéresse des équipes ambitieuses. PJ Tucker, tu sais qu'il sera là. Il a une option à 11 millions de dollars, vu le peu de minutes qu'il a eu cette année. Voilà, il est déjà, il a le doigt sur le téléphone comme ça pour appeler son agent à minuit 1 pour lui dire d'activer l'action. Il a 40 piges lui aussi. Hein. Enfin, il a 39, non? Il refresh une page internet. Il y a le truc qui... Là, il va faire ça jusqu'au 1er juillet. Là. Il était titulaire pour un match d'élimination. Attention, c'est un joueur qui pèse encore. Ivica Zubac et Terrence Mann, donc ça se termine au terme de la saison 2024-2025. Zubac qui a été excellent tout au long de la saison, sa meilleure saison en attaque. Il a été très bon en playoff. Exactement. Plumlee est free agent. Et après, il reste les cas Russell Westbrook à qui reste 1 année de contrat, Amir Kofi à qui reste 1 année de contrat, Kobe Brown, tapez dans Google pour voir quelle tête il a, parce que j'en ai aucune idée, qui reste 1 année de contrat, et Bones Island. Voilà, en gros, voilà où on en est du côté des Clippers. Et est-ce que c'est pas Zubac qui a la plus grosse valeur? Si, sans doute. Mais est-ce que c'est pas... Si on part du principe, comme tu dis Théo, qu'ils vont peut-être pas gagner et que c'est compliqué, est-ce que c'est pas Zubac? Parce que les autres, Powell, ok, il a le profil 6e homme qui a déjà gagné un titre, qui va apporter. Mais j'ai l'impression que Zubac, il a quel âge là? 27, non? 27. Les Clippers sont la plus vieille équipe de toute la ligue. Ouais. Et puis là, même les remplaçants qu'on a évoqués, Tucker, il a quasiment 40 piges. Westbrook, il est plutôt sur la pente. Il doit être sur 33-34 aussi, non? C'est ça? Westbrook, 35. 35, voilà. Mason Plumlee, 34. PJ Tucker, 39. Norman Powell, 30. James Harden, 34. Kawhi, 32. Voilà. Et effectivement, tu as l'impression qu'il en a 10 de plus. Et Paul George, 34. Ouais, effectivement, et dit comme ça, c'est assez sidérant. C'est trop vieux, en fait. Ça manque de jeunes talents dynamiques. Ou alors, si t'es jeune, c'est Bones Island, qui est quand même un pétard ambulant qui d'un match à l'autre peut dégoupiller. C'est pas très fiable comme jeune. Ah ouais, non, mais ça manque clairement de jeunes. Hein. Même Terrence Mann, il a 27 ans. C'est plus un jeune joueur. Il est arrivé tard, ouais. Il a une extension, Mann, en plus. Hein. Mann, il est éligible à une extension parce qu'il est à 1 an de l'expiration. Il va passer à 1 an de l'expiration de son contrat, donc lui-même, il peut aussi demander de l'argent ou mettre pression. Et c'est un bon joueur, c'est un bon joueur de complément. Hein. Je pense que effectivement, tu as raison, il n'a pas explosé comme l'espéraient les Clippers. En même temps, il n'a pas vraiment eu non plus l'occasion d'être responsabilisé tant que ça, quoi, au bout du compte. Non, mais quand je dis en fait, il est bon. C'est juste, tu vois, par exemple, s'il avait eu une espèce de progression un peu comme Jaden McDaniels, ça a passé un cap, tu vois, du côté des Timberwolves, ça a changé la donne. Je veux dire, si Mann avait passé lui aussi un cap en plus encore de sa progression naturelle, ça aurait complètement changé la donne, je pense, pour les Clippers. Ils auraient peut-être même pas fait le trade pour James Harden. Enfin, après, ils ont un 5 qui fonctionne bien. Le Harden, Mann, Paul George, Kawhi et Ivica Zubac, c'est fort. Je sais pas s'ils peuvent se permettre de transférer Zubac. C'est le joueur qui a le plus de valeur, mais je suis même. Enfin, s'ils n'ont pas Zubac, il faut vraiment un pivot pas cher, hein, parce que les Clippers, je pense, leur meilleure option, c'est peut-être de dégager quelques contrats, genre Norman Powell, quitte à être un peu moins fort, signer des gars pour pas cher et si possible pas des vieux. Tu vois, les Suns, ils avaient tenté des paris en signant des mecs, ça n'a pas marché. Mais il y a eu une espèce d'idée derrière. Ouais, les Watanabe et compagnie. Voilà, exact,, Drew Eubanks, tu vois, des mecs qui sont pas si vieux. Tu te dis, il y a un scénario où ces mecs-là, ils passent, ils se révèlent et ton équipe est d'un coup beaucoup plus forte qu'elle n'y paraît. Je pense que les Clippers, ils vont devoir faire pareil en essayant de récupérer un peu de flexibilité, récupérer au moins un tour de draft pour Norman Powell. Tu vois, des trucs qu'à un moment, bah voilà, si tu as tous tes joueurs, de toute façon, si tu as tes 3 stars en bonne santé, même si l'effectif n'est pas bon autour, ça va te faire déjà un peu de bien au moral et te dire, bon, bah, ok, non, là, en fait, on est en bonne santé, on
on tente le coup, on relâche des assets, tu vois. On rebalance le pic 2030, on rebalance le pic qu'on a échangé, qu'on a récupéré en échange de Norman Powell. Mais au moins, il y a un peu de flexibilité pour préparer l'inévitable. C'est le moment où Paul George, Kawhi et James Harden partent à la retraite et que c'est le désert dans ta franchise, quoi. Juste parce que tu en parlais, Shai, tu disais Zubac, il a une valeur. Ça m'a fait penser à Magic Johnson et je suis retourné voir le trade qu'avait envoyé Zubac aux Clippers. Parce que Magic qui s'était expliqué en disant de toute façon, ce joueur n'a aucune valeur, il suffit de regarder que les Clippers ne jouent pas. Donc, quand même, il est arrivé aux Clippers, Zubac, en échange. Donc, il est parti avec Michael Beasley en échange de Mike Muscala, quoi. Tu te dis, c'est quand même, les grands joueurs font pas toujours des grands GM, hein, quand même. Ouais, non, c'est chaud. Moi, je repensais au cas Westbrook, parce que c'est un peu particulier aussi. Je trouve qu'il a quand même plutôt bien accepté, son rôle de remplaçant qui n'était pas si évident d'emblée. Enfin, il a plutôt bien géré, mais je ne sais pas si ça vous a fait pareil, mais sa déclaration, ça m'a un peu surpris. Le côté, donc il a répondu au supposé mécontentement dont il aurait fait preuve quand il a été remplaçant, qu'il n'aimait pas la façon dont il était utilisé, machin. Il a répondu pour dire non, c'était absolument faux, qu'il fallait pas croire tout ce qui était dit sur lui et tout. Et sur la question de son avenir à la fin, il a dit clairement, je suis prêt pour l'année prochaine, on va remettre ça, ça va bien se passer, comme si il était absolument sûr d'être là et de faire partie du noyau dur du groupe, alors que je sais pas si le front office pense la même chose que lui en fait. Moi, j'aurais plutôt pensé l'inverse, en fait, parce que je l'ai trouvé plutôt irréprochable. Et finalement, quand les autres n'étaient pas là, à chaque fois, il est revenu dans le 5 aussi, de manière à dynamiser l'équipe. Moi, je me posais plutôt la question de savoir si lui aurait envie de continuer avec cette équipe au bout du compte, quoi. Parce qu'il a encore des choses à apporter. Le problème, c'est celui que tu soulignes, c'est que je ne sais pas s'il peut encore apporter en tant que titulaire quelque part, en fait. À part dans une équipe... Voilà, non, parce que son rôle, il peut dire ce qu'il veut. Westbrook, on sait très bien qu'il n'était pas satisfait de son rôle. Par contre, voilà, il faut reconnaître qu'il a accepté quand même de le jouer et qu'il l'a bien joué. Voilà, il n'a pas été bon dans la série face aux Mavs, mais il a pas, voilà, aucun Clipper ça a été vraiment bon dans cette série. Donc tu peux pas non plus le pointer du doigt là-dessus. Mais je pense pas que je pense pas qu'il s'éclate ou que ce rôle-là soit celui dont il rêve pour finir sa carrière en tout cas. Ouais, je sais pas. Je trouve, t'as raison, il a été toute la saison dans l'énergie, l'activité défensive, je l'ai trouvé bien. J'étais même pas forcément partisan de l'envoyer sur le banc au début quand Harden est arrivé. Je m'étais même dit, si on a un qui doit sortir du banc, ça doit être Harden, parce que voilà. Au final, Tyronn Lue a quand même pris la bonne décision, a priori, vu que ça marchait bien. Mais je sais pas ce qu'il est encore capable d'apporter, parce que le fait qu'il s'appelle, que ce soit Westbrook, que ce soit un ancien MVP, on ne le juge pas pareil qu'un autre remplaçant énergique. On se dit c'est cool, c'est bien, bravo, il fait les efforts, mais c'est quand même Westbrook, quoi. et du coup, les gens en attendent forcément plus. Voir les situations où il est laissé totalement seul, il arrive toujours pas à rentrer de shoot vraiment important en situation ouverte. Les équipes le respectent plus, on va dire les choses comme elles sont. Offensivement, il ne respecte plus du tout Westbrook, alors que c'est... Pas sur le tir, en tout cas. Pas sur le tir, ouais. Après, est-ce qu'il a vraiment l'opportunité d'opérer différemment offensivement, c'est non, mais une autre question. Il a apporté des choses au rebond, tu vois, parfois en deuxième coupe, ce genre de choses, mais sur le tir, tu as trop raison. Face aux Mavs, c'est même pas... Tu disais, les équipes le respectent pas, mais le dédain avec lequel Doncic le traitait quand il se retrouvait sur lui, sur la possession, c'était... limite, se retournait, hein, vas-y, shoot, on en a, mais c'est même pas limite. En fait, c'est exactement ce qu'il faisait. Tu comprends pourquoi ils sont chauffés un petit peu par-ci par-là. Ouais. Effectivement, je sais pas du tout la question de Westbrook. Elle est intéressante. Cette année, je vous donne ses stats quand même. Donc, c'était sa pire je pense que c'est sa pire saison statistique. 11,1 points, 5 rebonds, 4,5 passes en 22 minutes. Pourcentage au tir pas affreux pour Russell Westbrook au global 45%. 27% à 3 points par contre. Voilà, effectivement, tu as raison. Si tu dis c'est un remplaçant lambda, tu dis c'est bien, c'est un bon energizer, mais tant que MVP, lui, est pas jugé à cette aune-là, et on sait que ses attentes personnelles, elles sont pas à cette hauteur-là non plus. Ouais, il n'est pas sur un gros contrat, Westbrook, de toute façon, il avait signé pour il a une option à 4 millions. Donc lui, il peut décider de s'il veut revenir ou pas. Le mieux pour les Clippers, c'est qu'il active son option. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Ça voudrait dire qu'il coûte que 4 millions. Ouais. Mais bon, lui, il est quand même en position presque. Il n'a pas fait des bons playoffs, mais sa saison, elle est plutôt correcte. Il est presque en position pour dire, lui aussi, alors évidemment pas du même montant que ce que Harden et Paul George peuvent demander, mais lui aussi, il peut dire, non, mais moi, je veux, je sais pas, 10 millions.
8, 9, 10 millions la saison sur 2 ans. Donc, je veux un contrat à 20 millions sur 2 ans. De toute façon, moi, il y a telle équipe, tu vois, il y a telle équipe, genre Indiana, qui me propose ça. Enfin, pas Indiana, ils ont un meneur remplaçant, mais tu vois, il y a forcément une équipe. Là, les équipes qui ont vu Westbrook apporter du dynamisme en sortie de banc, elles peuvent lui proposer, lui dire, bah, nous, on te donne le même rôle, mais on va te donner plus de thunes que les Clippers, tu vois. Moi, comme toi, Shai, j'ai l'impression qu'il veut rester à Los Angeles. Il est chez lui, il se sent bien. Il est très important dans le groupe, je pense. C'est peut-être le seul vrai leader vocal de cette équipe, derrière Tyronn Lue, quoi. C'est une autre interrogation, la question du groupe, en fait, parce que c'est dur de voir... elle est hyper complexe, cette équipe, à cerner, en fait. C'est parce qu'elle est à l'image de la personnalité des joueurs, de leur star, quoi. Tu vois, honnêtement, alors je sais que ça veut rien dire, mais tu regardes quand tu... Il y a zéro interaction entre Paul George et Kawhi Leonard. Il y a zéro interaction, jamais. Après, c'est vrai surtout de Kawhi Leonard. Mais du coup, c'est dur de jauger, tu sais, l'ambiance au sein du groupe, quoi. Je suis incapable de dire si c'est une équipe qui est sur le point d'exploser en interne ou qui, au contraire, est prête à se serrer les coudes en disant on repart ensemble. Elle est hyper étonnante, quoi. Ça, le pire, c'est que de ce que disent chacun des joueurs, c'est que l'ambiance est plutôt bonne. T'as Terrence Mann qui arrêtait pas de dire le mec le plus drôle du groupe, c'est Kawhi. Donc je pense que dans l'intimité du groupe, Kawhi doit être drôle. Tu vois, il peut être marrant, il peut être sympa, mais c'est vrai que sur ce que dégage l'équipe sur le terrain, et c'est important parce que c'est ce que voit l'adversaire aussi. Est-ce qu'il va respecter ton équipe? Est-ce qu'il va être il dégage pas ce côté très soudé. Il n'y a pas un leader émotionnel ou alors les leaders techniques en soi, il y en a plein. Harden, Paul George, Kawhi, c'est des grands joueurs, mais c'est vrai qu'il n'y a pas le mec dont tu as l'impression qu'il soude le vestiaire et qui est un peu le patron, qui doit gueuler quand ça doit gueuler, parce que vous imaginez, même Harden, je le vois pas gueuler si ça va pas. Kawhi, n'en parlons pas. Paul George. Bon, je pense qu'il parle, mais est-ce que c'est vraiment... Je le vois plus un peu ruminer dans son coin, tu vois, et puis dire je vais balancer dans mon podcast quand l'heure sera venue, tu vois. Mais il n'y a pas de mec... je dis pas qu'il y en a partout, mais dans cette équipe-là, on a quand même l'impression que ça fait un peu défaut. T'as PJ Tucker qui avait un peu ce rôle-là dans d'autres équipes. Bah là, il a fait la tronche toute l'année parce qu'il voulait... il aimait pas son rôle. Ils ont pas, ça manque. Et même si tu as un coach qui est comme ça, qui a ce profil-là, et Tyronn Lue fait vraiment bien le job là-dessus. En conf de presse, je le trouve excellent. Même quand ça allait bien, il les a pas portés au nu. Quand ça allait mal, il a essayé d'être encourageant. Mais j'ai l'impression qu'il manque. C'est presque un problème de personnalité d'équipe. Et ça ne fait pas tout, mais ça fait quand même un peu. J'en profite, Antoine, je te laisse la parole. Je vais ressortir la quote de Tyronn Lue du mois de mars que j'avais adoré, là où justement Paul George, après une défaite, avait dit ouais, je sais pas si on a une identité forte. Tyronn Lue avait dit donc est-ce qu'on a une identité? Ouais, je pense qu'on a une identité, c'est qu'on est soft. Tu peux appeler ça une identité si tu veux. Il faut qu'on soit plus dur mentalement et physiquement. Mais oui, on a une identité. Quand on était sur notre série de 26 victoires pour 5 défaites, on avait une super identité. Mais on ne peut pas choisir les moments où on veut être des leaders. On ne peut pas choisir les moments où on veut avoir une identité. On ne peut pas choisir les moments où on veut faire les choses de la bonne manière. Ouais, j'avais oublié ce passage. Tu vois, franchement, ça veut tout dire. Je me souviens qu'à l'époque, on avait été un peu interloqué du timing de la sortie parce que les Clippers n'étaient pas totalement au fond du trou. Et Paul George avait vraiment l'air de douter des capacités de l'équipe tout court. Mais justement, c'est parfait, la transition est parfaite. Est-ce qu'on n'est pas déjà en train d'un peu trop assumer le fait que Paul George il va revenir? Il s'est quand même taillé d'Indiana. Il a un peu ce côté au bout d'un moment, je me barre. Il s'est taillé d'Indiana, il s'est taillé d'OKC. Il n'a pas date. Au-delà du fait qu'il est de Los Angeles, on ne peut pas se dire qu'il y a son grand pote, tu vois, dans l'équipe à qui il trahirait en se barrant. Peut-être que lui aussi, il a envie de fraîcheur, en fait. Et ça amène à une autre question, c'est de se dire, est-ce que s'il part, c'est pas aussi un petit peu une semi-bénédiction cachée pour les Clippers? Alors, ça les rendrait évidemment moins compétitifs, mais de ne pas avoir à refiler 45 à 50 millions à un mec comme Paul George, de donner un peu d'argent à Harden en lui disant, s'il te plaît, tu vas avoir 35 ans, frère, fais un effort sur le contrat. Et derrière, tu vois, tu peux aller chercher... Tu vois, il y a quand même des mecs comme Miles Bridges. Tu vois, il y a des mecs un peu plus jeunes. Ou même si tu veux, tu construis autour de Kawhi Harden. Alors, tu espères que Kawhi va être en bonne santé. Bon, tu continues de miser là-dessus, mais derrière, tu ajoutes du shoot. Les Buddy Hield, je ne sais pas qui d'autre est libre. Tu vois, est-ce que tu vas chercher un mec comme Bruce Brown en lui disant, viens, c'est Los Angeles, c'est cool.
Est-ce que tu donnes un peu de thune à Malik Monk après que tu aies transféré Norman Powell? Est-ce que tu tentes des coups, tu vois, des Nick Claxton, est-ce que tu fais venir Tobias Harris pas cher? Tu tentes un truc, Paul George y part, mais tu fais venir DeRozan et Tobias Harris, et ok, c'est toujours vieux, tu as toujours le même problème, mais ton contrat c'est un peu moins long, tu n'as pas un mec à 50 millions et tu essayes de rester fort, quoi. Tu vas être bon dans la conférence Ouest et tu vois ce que ça donne. Et moi, je suis pas convaincu à 100% que Paul George il va vouloir re-signer, en fait. Non, c'est sûr, mais le problème, c'est que si tu prends aussi le risque qu'il se barre et que quand même, tu n'as rien en retour par rapport à tout ce que tu as sacrifié pour le faire venir. C'est toujours la question. Mais ça, je pense que là, ça c'est acté. Hein. Ouais, ils auront, enfin, de toute façon, ce ne sera pas un sign and trade. Hein. Et derrière, tu fais avec les miettes, quoi. C'est juste, tu te dis, bon, bah, ok, j'ai moins 48 millions ou moins 40 et quelques millions dans ma masse salariale. Alors, l'ironie, c'est que les Clippers seraient sans doute toujours au-dessus du cap, mais tu peux toujours transférer Tucker ou des mecs comme ça. Et derrière, ouais, essayer de signer 3-4 mecs à la place de Paul George. Le niveau de l'équipe, le plafond de l'équipe sera évidemment plus faible parce que tu as perdu ta deuxième option. Et je pense qu'un duo Kawhi, James Harden, même bien entouré, il y a toujours le truc que tu disais, Théo, c'est que la première option des Clippers, si c'est Kawhi, c'est moins fort qu'Edwards, c'est moins fort que Doncic, c'est moins fort peut-être que Shea, c'est moins fort que Jokic, etc. James Harden, c'est moins fort que d'autres deuxième options aussi. Mais voilà, tu t'es remis un petit peu de flexibilité. Si tu signes des mecs à la place des gars qui ont... Alors, c'est vrai que DeRozan, Tobias Harris, c'est des gars qui ont aussi un certain âge. Mais si tu arrives à signer des mecs entre 24 et 30 ans pour compléter un effectif autour d'Harden, Kawhi, Zubac, Terrence Mann, au moins tu fais 2-3 bonnes saisons dans la nouvelle salle en attendant de voir qu'est-ce qui se passe par la suite. Si tu arrives à récupérer 1 ou 2 pics quelque part, tu vois, tu prépares un peu doucement ton avenir et tu sais que tu vas... De toute façon, ils vont avoir un passage comme les Brooklyn Nets. Ils vont avoir un moment où tu n'as personne, où il n'y a rien, tu n'as pas de pic, tu n'as pas de star, tu n'as plus rien. Ils le savent, ils le sentent venir. Après, c'est que l'option, ça peut être aussi, dans tous les cas, la plus sûre finalement. Celle dont tu parles, elle a du sens, mais on sait à quel point c'est dur de signer des mecs durant la free agency ou d'avoir les mecs que toi, tu veux absolument. Après, c'est pour ça que finalement, la solution la plus sûre, c'est celle dont parlait Shai malgré tout, c'est d'espérer que tu peux re-signer Paul George, même si c'est pour le trader en février prochain, en fait, et à ce moment-là, de récupérer des pics, et au moins, tu as fait ta reprise dans ta nouvelle salle avec ton équipe, machin, tu as pu dire aux fans, regardez, on va repartir, ça va le faire, nanana, et puis après, tu commences à reconstruire une fois que tu as commencé à fidéliser un petit peu les gens, et là, peut-être qu'effectivement, tu peux tomber soit sur une équipe désespérée, parce qu'en fait, Paul George, c'est quand même ça peut être un difference maker dans tout un tas de circonstances, en fait. Pour une équipe qui veut jouer le titre, mais aussi, je reviens à cette idée d'Orlando, je ne sais pas si c'est le meilleur fit absolu, Paul George, pour cette équipe, mais par contre, c'est effectivement un joueur qui peut aider une équipe comme Orlando à passer un cap supplémentaire. Pas forcément celui qui t'emmène au titre, mais celui d'avoir un vétéran quand même qui est globalement apprécié et respecté par toutes les autres stars, tous les autres joueurs de la ligue, et qui a une plus-value offensive, défensive, qui peut faire le glue guy, qui n'a pas d'ego, qui va pas te faire exploser ton roster, donc il aura toujours cette valeur-là, Paul George. Il y a autre chose aussi à prendre en considération, je pense. Alors, c'est un peu lié à Paul George, mais c'est de la tambouille interne. Mais vous vous souvenez que les Clippers ont changé de GM il y a l'été dernier? J'ai pas percuté. Moi, je connais que Lawrence Frank. Je ne savais même pas qu'il y avait quelqu'un d'autre que Lawrence Frank qui prenait les décisions, tu vois. Lawrence Frank est président, mais ils ont nommé Trent Tredden en general manager après le départ de Michael Winger. Et là, ça va peut-être être la première vraie intersaison où il a des décisions fortes à prendre. C'est un mec jeune. Qui a peut-être pas la même vision que Frank, que Winger, on ne sait pas. C'est pas lui qui a fait venir Paul George à l'époque. On ne sait pas ce qu'il pense de Paul George, on ne sait pas quelle est sa vision. Est-ce que lui, il ne serait pas pour la politique de tout reconstruire? Enfin, bon, pour le coup, c'est lui qui a décidé de prolonger Kawhi, donc c'est un indice sur ce qu'il entend faire. C'est lui qui a fait venir James Harden aussi, en tout cas qui a validé l'avenue d'Harden. Pour Paul George, on ne sait pas. Donc c'est vrai qu'après, à la réflexion, je suis plus si sûr que Paul George soit toujours un joueur des Clippers. Ou qu'il aille d'ailleurs, ça parlait beaucoup des Sixers, ça parlait un petit peu du Magic, mais c'est dans la tambouille interne, je pense que c'est pas anodin qu'il y a un nouveau GM qui était déjà là en l'été. Je crois qu'il est arrivé en juin quand Winger est parti, c'était au mois de juin. Je pense pareil quand ça m'a fait la même chose avec Mike Dunleavy aux Warriors. Enfin, quand il y a un nouveau GM à chaque fois, il faut quand même bien regarder et se dire qu'ils n'ont pas toujours la même approche, où ils ont des choses à prouver, il y a un héritage à conserver ou non. Ça fait partie des choses à surveiller, je pense. Mais juste sur le scénario de Paul George transféré en février,
Ça dépend du contrat qu'il signe cet été, en C'est fait. vrai, c'est vrai. Parce que Ouais. s'il signe un contrat trop fort, parce que lui, il dit bah, moi, je vous reste chez vous que si vous me donnez le max du max. Donc, vous me donnez 50 millions comme Kawhi et je continue d'être aligné sur le contrat de Kawhi. Et dans ce cas-là, qui en février voudra d'un Paul George de 35 ans à 50 millions jusqu'en 2038 jusqu'à ses Personne, 38 ans, personne. pardon. Je peux te le dire. Jusqu'à ses 38 ans, pardon. Tu vois, jusqu'à ses 38 ans. Tu vois, là, tu récupères pas plein de pics. Hein. S'il y a un trade, déjà, il n'y a aucun candidat au titre qui peut récupérer un contrat à 50 millions. Donc ça, ce scénario, ça marche que si Paul George, il accepte un contrat moindre. Et je pense que ça va être tout le truc des Clippers cet été, c'est de dire à Harden et Paul George, les gars, vous avez 35 ans, vous allez avoir 35 ans, vous ne pouvez pas nous demander 50 millions. Mais sauf que eux, ils sont aussi en position de force pour dire, bah si, on veut 50 millions, sinon on se barre, tu vois. Ouais, Et parce que de toute façon, si on se barre, vous avez rien. Vous n'avez pas de pic, il n'y a plus rien. Vous êtes avec Kawhi, bonne chance. Il va être content, Kawhi. Non, mais Tu vois ce que je veux dire? t'as raison, d'autant plus qu'ils peuvent dire, ouais, mais attends, c'est Kawhi qui est jamais là, et c'est nous qui devons Ouais. nous sacrifier, alors qu'il a déjà son argent garanti. Il y a aussi ça qui rentre en ligne de compte, on le sait très bien. Ouais, en plus, ouais. Bah ouais, clairement, ça va être. Enfin, d'un côté, enfin, ouais, il y aura un vrai rapport de force et ça donnera peut-être même le montant des contrats ou des contrats, même des rumeurs qui vont sortir, donneront même un peu un aperçu de comment ça se passe à l'intérieur de la franchise, en fait. De quel rapport, est-ce qu'il y a des rapports sains entre les joueurs stars et les dirigeants? Est-ce qu'ils sont vraiment sur la même longueur d'onde? Il y a quand même peu d'options pour les Clippers, quoi. C'est clair, je réfléchissais au pire moment de la saison des Clippers. J'ai repensé à ce match de novembre face aux Denver Nuggets. Donc les Denver Nuggets qui jouent les Clippers sans Jokic, sans Murray. Et C'est le qui Reggie comptent Jackson quand même... game. Exact, Ouais, mais pas que DeAndre Reggie Jordan. Jackson. Deux anciens Clippers qui Oui, font un carton. DeAndre. Reggie Jackson qui signe 35 points, 13 passes, 5 rebonds. Et DeAndre Jordan qui devait même être le premier surpris de la performance. 21 points, 13 rebonds, 5 passes. DeAndre Jordan, 5 passes. Record all-time en carrière. Un contre dans une magnifique victoire donc, des Nuggets. Et en face, tu avais le Big Three des Clippers. Là, c'était vraiment le pire du pire de Ouais. ce que les Clippers sont connus avec leurs 3 stars assemblées. Mais quand même, c'est... Des trucs pareils, tu dis c'est pas possible quoi, c'est impossible. Et après, à côté de ça, ils ont aussi infligé aux Celtics deux grosses défaites. Là, sur leur bon run, ils ont infligé 2 roustes aux Celtics, enfin 2 fois plus de 10 points, ce qui n'est pas arrivé tout le temps aux Celtics cette année. Donc c'est toujours ce qui est frustrant avec cette équipe et paradoxal. Il y a ces matchs-là qui sont invraisemblables. Enfin, Reggie Jackson et DeAndre Jordan, c'est voilà. Et à côté de ça, tu tapes Boston qui a très peu perdu de match et tu montres un visage. Je leur dis, hein, c'est pour ça que je me suis laissé avoir, je pense, comme beaucoup, c'est que vraiment cette équipe, quand elle tournait bien, elle tournait vraiment bien. Et on en a fait des podcasts, des CQFR où on disait, waouh, franchement là, ils ont vraiment trouvé la dynamique, le coach incroyable, Kawhi est bien. C'est ce qui est frustrant, ça va être une équipe encore what if. What if les Clippers avaient été en forme tous en même temps. Là, on peut que spéculer, on peut se dire, oui, alors ça aurait été trop léger physiquement, ça aurait été trop vieux. Mais on ne peut pas écarter non plus la possibilité que ça ait fonctionné. Carrément. Alors juste pour les matchs contre les Celtics, ils ont gagné un des deux. Ils ont gagné le match retour à Boston, voilà, 115-96, donc de manière impressionnante, mais ils avaient pris en fait, ils avaient pris une rouste au match aller. Ah ouais, ouais. À domicile, ouais, ils avaient pris l'eau au match aller. Mais effectivement, là, au match retour, c'était impressionnant. Ouais. Il a juste Kawhi, il a quoi? C'est quoi? C'est le genou encore? Ouais, le genou auquel il a été opéré il y a 1 an et demi, ça. Ouais. Et même dans la série, dans le match la série contre Dallas, là, il y a un moment, je sais plus dans quel match, où il prend un drive ligne de fond, en fait, il va jusqu'au dunk, et en fait, tu dis ouais, super, c'est une belle action, et tu vois le ralenti, tu dis non, mais il n'y avait pas tant de marge que ça, il a plus du tout, c'est plus du tout le pic. Kawhi Leonard, c'était un monstre au sens propre, quoi. Tu disais, mais c'est quoi ce machin? Comment tu peux être aussi puissant et en même temps avoir autant de finesse sur le tir et tout? Il a plus du tout cette domination physique, athlétique, monstrueuse qu'il avait dans ses meilleures années. C'est pour ça, on en revient à ce que tu soulignais tout à l'heure, Antoine, sur l'âge et puis ce truc de, est-ce que ça peut être encore l'option 1 qui peut t'emmener au bout? Je pense pas, en fait. Je pense pas qu'il a cette capacité à pouvoir gommer ce qui se passe autour de lui, même s'il fait une saison où il est là en play-off. Ça fait 4 ans de suite que en playoff, il est soit diminué, soit absent. 4 ans de suite. Donc, au bout d'un moment, je pense que bon. C'est la réponse, elle est là. Hein. Il peut plus être la première option parce que tu sais pas si du jour au lendemain, le genou va pas grincer.
ou pire. Donc non, pour moi la réponse elle est évidente malheureusement. Finalement, J'ai l'impression que même. vas-y, Pardon, Antoine. vas-y. Non, j'allais dire, j'ai l'impression que même s'il est là, en fait, comme tu as dit, physiquement, il sera plus le même, en fait. Mais En fait, son prime effectif a été court, hein, au bout du compte. Mm. Quand même, celui où, dans son prime, il a joué des playoffs et il était en mesure de pouvoir t'emmener loin, ça a été très court au bout du compte. Alors, je vais pas dire... En fait, c'est dur de dire que Kawhi est un joueur surcoté parce qu'en fait, même cette année en saison régulière, il était excellent. À un moment, même, on le mettait dans la course pour le potentiel au trophée de MVP. Enfin, plein dans leur série de victoires dont tu parlais. Shai, il était incroyable, mais ouais, quelle carrière bizarre quand même, étrange. Il n'est pas surcoté, mais enfin, c'est le prime le plus étrange parce que le mec, il a 2 MVP des finales avec des équipes différentes. Il fait clairement gagner les deux. Il était déterminant dans les deux. Enfin, les Raptors, n'en parlons même pas. Hein, mais c'est plutôt que. Enfin, c'est pas qu'il est surcoté, c'est que sa carrière va être hyper dure à analyser, même après coup. Dans 20 ans, comment on va parler de lui aux gens qui ne l'auront pas vu jouer en live. Ils vont regarder les stats, ils vont dire bon, ok, ouais, il y a 4-5 saisons cool. Et puis, et puis on a lu qu'il y avait des départs un peu bizarres. Pas un charisme de folie, et puis des blessures tout le temps. Où tu le mets dans un classement all-time, que ouais, c'est super dur, alors que des mecs qui ont 2 MVP des finales, il n'y en a pas beaucoup, hein, quand ils pensent. Enfin, il n'y en a pas tant que ça. Il avait les outils, les ingrédients pour être top 15 peut-être all-time, parce que aussi fort défensivement et aussi bon en attaque aussi au fil des ans, il n'y en a pas des masses. Et il avait même l'opportunité d'être là. Là, si le projet Clippers s'était bien passé, il aurait pu être peut-être 3 fois MVP des finales avec 3 équipes différentes. Ça fait vraiment le mec, le winner absolu pour le coup. Alors c'est pas ce qui s'est passé et je pense que ça ne peut plus se passer. Mais ouais, lui sa carrière elle est fascinante. Je sais pas du tout où je le mettrais là aujourd'hui s'il arrête demain. Je sais pas où je le mets dans un classement all-time, Kawhi. c'est dur. Sa carrière, je suis d'accord avec vous. Hein. Sa carrière est trop étrange. Mais c'est bien, on est tous d'accord d'une manière ou d'une autre, quels que soient les arguments courtiers, on est quand même tous d'accord pour dire que la fenêtre elle est vraiment fermée. Bah là. Je pense que tu vois, ça saute aux yeux quand même de beaucoup de gens. Alors évidemment, quand tu es en plein cœur du truc, tu vois, si tu demandes à Kawhi, à Paul George, à Westbrook, ou même peut-être à Tyronn Lue, ils vont te dire non. Mais quand même, des dirigeants, on est d'accord, ils sont censés savoir ce genre. Tu vois, ils sont censés se rendre compte, même en étant directement impliqués, ils sont quand même censés se rendre compte que la fenêtre, elle est fermée. Comment tu réagis? Est-ce que tu acceptes, tu vois, de te dire, OK, la fenêtre est fermée, mais en NBA, il n'y a pas que ça, et on en revient à cette histoire de on joue pour notre salle et pour avoir des stars. Mais du coup, si tu as des stars, par définition, tu es attendu, en fait. Et du coup, à chaque fois, tu devras répondre aux questions. Bah, pourquoi vous n'êtes pas champion? Bah, pourquoi alors ça marche pas, tu vois? C'est là que je pense que le rôle de Ballmer, c'est-à-dire on sait qu'il est un peu. Alors, je sais pas s'il est aussi interventionniste que d'autres, mais il est quand même. Enfin, c'est lui qui dicte la politique du truc. Il a voulu un truc ambitieux où il est prêt à allonger les sous. C'est pour ça que je sais jamais quelle est la marge de manœuvre des GM qui sont en place, du coach Tyronn Lue. Est-ce que pourtant c'est un coach qui est quand même respecté, qui a un titre de champion? À quel moment lui il a son mot à dire sur quel type de joueur il aimerait avoir et tout ça? J'ai vraiment l'impression que Ballmer, c'est lui qui veut mourir avec ces idées-là et dire non, j'ai investi tant sur ces mecs-là jusqu'au bout, tant qu'ils ne sont pas cramés au fond du cercueil, vous allez tenter et on va voir si ça marche. Et quand ils seront plus là, j'ai l'impression on le saura après coup parce que c'est pas non plus le mec qui est en interview toutes les 3 semaines. J'ai l'impression quand même qu'il a son rôle là-dedans dans le fait d'insister avec cette équipe-là. Et bon, je sais même pas si on peut le blâmer. Moi, je pense que si j'étais GM au proprio, je serais têtu. Je me dirais non, tant que mathématiquement je peux prouver que j'avais raison, que ces mecs-là ensemble ils peuvent gagner un titre, je pousse le truc jusqu'au bout. J'ai l'impression que lui raisonne comme ça un peu. Après, pour donner un peu de positif, je pense que Steve Ballmer est la meilleure chose qui ait pu arriver aux Clippers de toute leur histoire même, parce que c'est quand même lui qui a... C'est comme depuis qu'il est aux commandes que les Clippers, que des joueurs choisissent de venir aux Clippers en fait. Parce que même si la renaissance des Clippers a commencé avec Lob City, Chris Paul n'a pas choisi de venir aux Clippers, il voulait aller aux Lakers. Il voulait aller à côté et il s'est trouvé qu'il est venu et qu'effectivement l'équipe a fonctionné et ils ont redoré un peu le blason. Mais pour les gens de en tout cas de ma génération, les Clippers c'était ce qu'il y avait de pire. Moi je me rappelle encore de Danny Ferry, l'autre épique qui choisit d'aller jouer en Italie plutôt que de jouer dans l'équipe qu'il a draftée parce que c'est les Clippers. C'était le mouroir des joueurs avec toutes les histoires autour de Donald Sterling. On va pas revenir dans le détail, mais c'était vraiment ce qu'il y avait de pire dans toute la ligue. Et alors effectivement, ils sous-performent, mais il faut reconnaître que les Clippers sont devenus une destination,
que les free agents considèrent, en tout cas à défaut de choisir cette destination toujours systématiquement, une équipe qui est respectable par le travail, parce que ce que le front office a pu faire, parce que le coaching staff a pu faire, par quand même le respect qu'inspirent des mecs comme Kawhi, Paul George et d'autres au reste de la ligue. Effectivement, je pense que, comme tu le disais, Antoine, la nouvelle salle a beaucoup influé sur les choix finalement de management de ces dernières années. Peut-être que le club aurait décidé de pivoter en fait plus tôt, en se disant bah non, là, ce que tu disais, bah non, nous on sait que ça va pas aller au bout en fait. Même si à l'entraînement c'est incroyable, on sait qu'ils vont pas tenir. Il faut qu'on commence à récupérer un petit peu notre mise dès maintenant, à bouger. Et en fait, le fait d'avoir cette salle qui allait ouvrir a rendu ça impossible en fait. Et voilà, je pense que de toute façon. Comme toi, je pense qu'on pense tous que la fenêtre est fermée. Moi, j'avais déjà cet avis les saisons précédentes, pas à cause du talent des joueurs, mais à cause de leur incapacité à être là sur le terrain au moment opportun. Il y a eu des craquages aussi en play-off. Il n'y a pas que les blessures, il y a eu aussi des loupés, avec un coach qui est maintenant dans une autre 2020, équipe. c'est terrible. Côté, oui, exactement. 2020, c'est vraiment la bulle, c'est fait pour eux. On dit toujours la bulle, c'était fait pour les Lakers. La bulle, c'était fait pour Kawhi et Paul George. C'est la seule campagne qu'ils ont joué tous les deux en bonne sautée tout du long, parce qu'il y a 3 mois de break, tu peux arriver frais, il n'y a que ça à faire. C'était leur shot, mais c'était leur première année aussi, quelque part, ensemble, tu vois. Il y a toujours un petit temps d'adaptation sur la première année, mais c'est terrible. Ils mènent 3-1. Tiens, est-ce qu'ils sont vraiment moins forts que les Lakers cette année-là, les Clippers? Je ne suis pas sûr, tu vois. Et ouais. Il y a un truc, juste pour revenir sur la nouvelle salle. Je pense par contre que ça, c'est pour donner un peu d'optimisme aux fans des Clippers. C'est que là, il va y avoir enfin, théoriquement, une démarcation d'identité avec les Lakers. Franchement, c'est super chiant d'être dans la même salle que les Lakers où il y a des bannières de partout. Et toi, tu n'as jamais retiré le moindre maillot, tu n'as pas de bannière à proprement parler. T'as le personnel qui doit changer la salle parfois dans la même journée. Tu te sens pas vraiment chez toi. Je pense que les gens le sentent aussi dans la fameuse culture dont on parle à longueur de journée. Là, ils changent vraiment d'endroit. Alors Inglewood, c'est pas non plus à 1000 km de Los Angeles, mais ils vont avoir leur salle. L'identité, c'est important aussi. Et même si c'est pas avec Kawhi, avec Paul George et tout, ils vont petit à petit développer quelque chose qui va peut-être aussi plaire à la fois aux gens, plaire aux joueurs qui se diront pas ah non, si je vais à Los Angeles je vais plutôt aux Lakers. Ça, je pense que c'est quelque chose de positif. Et puis il faut voir ce qu'ils ont investi dans la salle. Elle va être incroyable. J'ai vu les vidéos de présentation. Le truc, il a coûté 1 milliard 2, je crois. Il y a 18 000 places. Ils veulent faire une tribune. Je crois qu'elle est faite d'ailleurs, comme celle de Dortmund, le mur là qui est pour que ce soit hyper chaud. C'est ce que Ballmer a voulu et les investisseurs ceux qui l'accompagnent ont aussi voulu ça. Ça, c'est quand même, pour l'avenir, c'est quelque chose de positif. Là, on est à chaud sur la déception, peut-être la mort de ce projet-là. Mais je pense quand même que l'avenir est plutôt... Parce que tu le disais, Théo, tu as raison, il y a quand même des gens qui sont compétents dans l'encadrement de cette équipe. C'est redevenu une équipe crédible, parce qu'il n'y a pas que pour ta génération, on n'a pas tant d'écart que ça, mais Antoine et moi, on a connu les Clippers catastrophiques aussi, nuls. Et même Lob City, c'était cool, mais c'était une période, ou même la période sympa avec Lamar Odom, Darius Miles et tout, on aimait bien, mais ça n'a pas duré très longtemps. Et donc oui, c'était un symbole d'échec, de lose, alors qu'à côté, tu avais l'extrême inverse avec les Lakers. Je pense que le moment est important. Le déménagement va permettre de créer cette identité, et d'avoir un avenir un peu encourageant, je pense. Mais je vais aller dans votre sens à tous les deux. En fait, il y a aussi un scénario où tu re-signes Harden et Paul George, mais juste tu leur donnes un max de thunes, mais juste tu leur demandes moins d'années. Parce qu'au début, j'étais parti sur tu demandes moins de thunes. Tu demandes moins d'années. Tu te dis, OK, pendant 2 ans, vous tirez jusqu'au bout du bout, vous faites 2 qualifs de playoff, et tu mises non pas sur ta flexibilité via un trade, tu mises juste sur le fait, ah tiens là, j'ai les 50 millions de Paul George, les 50 millions de James Harden qui sortent de mon cap en 2027. Anthony Edwards, coucou, Zion, tu vois, et là, tu retentes le même truc que ce que tu as fait, tu fais venir 2 stars d'un coup en misant, comme tu as dit, on est à Inglewood, c'est Los Angeles, regardez notre salle, regardez, on a Tyronn Lue. Donc, je rejoins, comme tu as dit Théo, tu signes absolument. On a un des meilleurs coachs et en plus, vous le kiffez, toute la ligue, tous les joueurs, ils kiffent Tyronn Lue. Donc, on a un des meilleurs coachs, on a une des meilleures salles, on est à Los Angeles, il fait beau toute l'année. Les 3/4 des stars de cette ligue, elles sont originaires de Los Angeles. Vous entraînez là l'été. On a la place pour signer 2 stars. On a la carcasse de Kawhi qui est là juste pour 1 an, mais après promis dès qu'il part, on peut rajouter des role players.
et tu tentes de faire venir 2 jeunes stars qui seront free agent dans 2 ans, quoi. Ça peut être ton option de te dire juste on tient le choc et on n'aura pas cette fameuse reconstruction sans pic, sans rien, parce qu'en fait, dans 2 ans, on va juste miser le paquet sur les 2 stars qui sont libres, s'il y a une star de libre. Parce que les stars, généralement, maintenant, elles vont plus au bout de leur contrat. Mais bon, tu peux essayer de tenter ça, quoi. Tu parles de carcasse de Kawhi Leonard. Là, je suis sûr, si tu fais une radio, t'as tout le corps qui est en adamantium et puis au niveau du genou, c'est un os de poulet, quoi. Non, mais c'est vrai sur la nouvelle salle, et c'est pour ça, enfin, je suis d'accord, et je suis vraiment curieux de voir les négociations avec Tyronn Lue cet été. Je pense qu'elles peuvent être vraiment déterminantes pour l'avenir à court terme de la franchise. Et pour Inglewood, pour revenir sur ce que tu disais, Shai, c'est aussi un lieu malgré tout qui est chargé d'histoire. Voilà, il y a eu le forum, où il n'y a pas eu que les Lakers. Il y a eu des combats de boxe, il y a eu des concerts, etc. Donc c'est une belle manière aussi de se réinventer, je pense, quand t'es les Clippers, de faire le lien entre quelque part on vous propose quelque chose de nouveau, qui sera le nôtre à 100%, et en même temps c'est déjà un lieu chargé d'histoire, donc pour les fans effectivement, et a fortiori les fans locaux, je pense que voilà, il y a des belles choses à faire. Je pense que malgré tout, même si les Clippers partaient avec une équipe brinque-ballante, je pense qu'ils arriveront à fédérer une fanbase malgré tout maintenant. Et t'as raison, voilà, c'est bien de pouvoir couper le cordon avec les Lakers. Je suis pas sûr que ça suffira malgré tout. Je suis pas sûr que ça suffira de s'appeler LA Clippers au lieu de Los Angeles Clippers et d'être à Inglewood pour faire cette partie de la Californie, d'en faire une fanbase des Clippers plutôt que des Lakers ou même des Warriors. Voilà. Mais en tout cas, il y a quand même de belles choses potentiel en tout cas à venir pour les Clippers, mais c'est pas celle qu'ils avaient imaginé. Je pense pas que ça passera par un titre avec cette équipe qui a été montée. Voilà, maintenant je pense qu'il faut se rebondir sur le moyen terme, le long terme. T'as raison, hein, par rapport aux stars que tu évoquais, Antoine, t'es jamais si loin que ça potentiellement quand t'es Los Angeles malgré tout. T'es jamais si loin que ça de pouvoir faire venir une star qu'en a marre pour X raisons. Et ça, c'est, voilà, encore une fois, l'importance, je pense, qu'il y a là-dedans, c'est celle de Steve Ballmer et celle de Tyronn Lue, de montrer que si tu viens, si t'es une star et que tu viens, on va te donner les moyens d'essayer de faire de grandes choses. On va pas simplement te faire venir pour ton nom ou pour des aspects marketing. Ça, je pense que c'est plutôt intéressant pour les Clippers. Ouais. Allez, je vous propose de refermer cette page-là sans rancune, Antoine, le fait qu'on ait choisi les Clippers pour le comeback. Pas de souci, c'est normal. Okay. Là, c'est bonne guerre. Vous voyez pas, il est en train de m'ajouter sur sa liste noire qu'il a volée à Arya Starks pendant les vacances. Si vous me voyez disparaître, envoyez cet épisode du podcast à mon avocat. J'aime bien ton crossover entre la NBA et Game of Thrones, parce que là, tu nous as fait Arya Starks au lieu de Arya Stark, John Starks et tout. Je pense qu'on est prêt pour prendre la suite de Game of Thrones qui a été là tristement abandonnée il y a quelques années. Je pense qu'il y a quelque chose à creuser là. Et je pense qu'il y a, ceci dit, Arya Stark aurait pu être la fille de John Starks, hein, vu l'aspect rageux et la petite taille, c'est tout à fait cohérent. Voilà, nous on vous donne rendez-vous en tout cas pour la suite des playoffs tous les matins, comme vous le savez, CQFR, le soir, le mardi, la Late Session, le dimanche, si vous avez raté l'épisode de Hoop Culture d'hier avec Pierre Armand, Samama, on a parlé des plus beaux upsets de l'histoire de la NBA, du moins ceux qui nous ont le plus marqué. N'hésitez pas à aller voir ça, n'hésitez pas à aller écouter le CQFR de samedi dernier, où avec Shai on a fait le maximum pour essayer de répondre à vos questions. N'hésitez pas non plus à nous en envoyer de nouvelles pour le CQFR de la semaine prochaine. Je vous redonne l'adresse cqfr.rivers@gmail.com, et puis sinon vous savez où nous trouver. Si on n'est pas là, c'est qu'on est devant les matchs, et sinon on sera sur YouTube, sur les plateformes de streaming. On est là pour vous. Passez une bonne journée, une bonne semaine. Ciao à tous. Ciao, ciao. Is out there, and it's either play or get played.